Le mot situation alarmante est lâché. En un an, la courbe des ressources en eau disponible pour la population dans les nappes phréatiques s'est effondrée. Si ça continue de descendre comme ça, de 5 cm, on va dire en moins de 3 semaines, ça va être catastrophique. Ouais. Et si c'est à sec, qu'est-ce qui se passe? Si c'est à sec, quand je rentrerai chez moi, comme l'ensemble des gens qui habitent sur les communes avoisinantes, on ouvrira le robinet, il n'y aura plus d'eau. Le défi qui est le nôtre, c'est qu'au fond, beaucoup de ce qui a été pensé, structuré, c'était se battre contre la pollution et pour la qualité, mais au fond, on avait moins de pression sur la quantité. Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. Ce n'est plus seulement la pollution et la qualité de l'eau qui posent problème, c'est aussi sa quantité. Dans un communiqué de presse du 21 mars 2023, l'UNESCO dressait le constat suivant. Entre 2 et 3 milliards de personnes dans le monde connaissent des pénuries d'eau. Ces pénuries vont s'aggraver au cours des années à venir, et en particulier dans les villes, si la coopération internationale n'est pas renforcée. Au niveau international ou national, le contrôle de l'eau redevient un enjeu majeur. C'est sur cet enjeu et les défis immenses à relever que porte ce nouveau numéro de Libre-Échange. Thomas, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, avant de commencer, il faut faire un point de méthodologie, puisque vous avez travaillé d'une façon différente pour ce nouveau numéro de Libre-Échange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé ? Bien sûr. Alors habituellement, on essaye de diversifier et de multiplier les sources, donc multiplier les rapports publics, privés, multiplier les datas, multiplier les articles scientifiques ou alors les articles de presse. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que la crise de l'eau est ce qu'elle est et je vais quasi exclusivement me concentrer sur un seul site, celui de l'UNESCO, et notamment sur un rapport qui fait 270 pages, de plus de 14 chapitres, et qui s'intitule « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Vous avez lu pour nous ce rapport, chacun peut le consulter puisqu'il est en libre accès sur le site de l'UNESCO. Que nous dit ce rapport ? Et je suis particulièrement intrigué par le terme, la terminologie employée, les eaux souterraines. Alors, l'eau est évidemment le liquide le plus répandu sur Terre, mais cette eau est principalement salée. Si on se concentre sur l'eau douce, 99% de l'eau douce provient des eaux souterraines, 99%. Donc, c'est important de rendre visible cet invisible pour essayer de quoi ? De changer de mentalité, de regard, et peut-être aussi changer nos pratiques. C'est très important de changer nos pratiques parce que les défis auxquels on doit faire face sont vraiment immenses. Je vous donne un exemple qui a été relayé par The Guardian en mars dernier, qui s'appuie sur une commission sur l'eau et qui nous dit ceci, Olivier, en 2030, la demande d'eau va être supérieure de 40% à l'offre d'eau. À l'offre d'eau, c'est énorme. C'est énorme. Et 2030, c'est demain. Donc à mon avis, il serait intéressant de comprendre comment les eaux souterraines sont réparties, comment les eaux souterraines sont prélevées, et aussi faire des rappels sur les interactions et le cycle de l'eau. Thomas, je vous propose de commencer par la répartition. Alors sur la répartition, je vais peut-être rappeler une différence fondamentale entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Les eaux souterraines sont réparties de façon un peu plus homogène. Donc on va dire qu'il y a une distribution spatiale qui est un peu plus égalitaire que les eaux de surface. Oui, parce que pour les eaux de surface, c'est quand même l'inégalité qui prédomine. Absolument, et je ne viens de parler que de la latéralité, ou de la longueur de la surface de l'eau, si vous préférez, mais aussi on a un énorme potentiel en termes de profondeur ou de verticalité cette fois. Les eaux souterraines peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la terre, donc il y a un énorme potentiel à exploiter. Ces réserves souterraines viendraient-elles résoudre providentiellement la question et la crise de l'eau ? Malheureusement non, on a plusieurs points qui nous invitent à la prudence. Les tailles des continents ne sont pas les mêmes. Donc le volume en kilomètres cubes par continent n'est pas le même. En l'occurrence, c'est l'Asie qui a le plus de capacité. Suivi de l'Afrique, ce qui est quand même une information qui peut paraître paradoxale. Deuxième point, à mon avis, de prudence, une répartition qui est un peu plus homogène ne signifie pas un taux de renouvellement qui est exactement le même. Et cette fois, c'est l'Amérique du Sud qui va avoir le taux de renouvellement le plus important, suivi de l'Amérique du Nord, suivi de l'Europe, de l'Asie, et loin derrière, on va retrouver cette fois l'Afrique, Australie et Océanie. On parle bien du renouvellement de l'eau souterraine. Absolument. Ouais. Troisième point de prudence pour moi, répartition ou potentiel ou capacité ne veut pas dire qualité. On est d'accord. Ouais. Y a quand même un tas d'eau souterraine qui va être salée, malheureusement, donc qui rend son exploitation un peu plus compliquée. La salinité de l'eau va augmenter quand on fait de l'extraction, notamment à côté des côtes.
La salinité peut augmenter aussi quand on va subir, à cause du changement climatique, la montée des eaux. Ouais. Un ensemble de produits agrochimiques, je ne rentre pas dans les détails, mais qui va se déverser sur les sols, va augmenter encore cette salinité. Bref, pour faire plus simple, les eaux souterraines peuvent malheureusement être polluées. Ouais. Et répartition ne signifie pas qualité, répartition ne signifie pas non plus capacité. Non, parce que l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud ont par exemple un taux d'équipement pour l'irrigation qui va prélever des eaux souterraines de 60%. Alors que si vous prenez ce même indicateur pour l'Afrique, on tombe à 5% simplement de taux d'équipement. On a là des inégalités qui sont criantes. Oui, et un dernier point peut-être, comme vous avez un potentiel qui est immense, ça peut vous pousser à avoir une gestion qui n'est pas raisonnable ou raisonnée dans le prélèvement des eaux. Généralement, on dit des eaux souterraines qu'elles ont une productivité dans l'extraction qui est 2 fois supérieure à celle des eaux de surface. Tout simplement parce que les prélèvements se font là où vous allez consommer l'eau. Ils sont juste à côté, en fait. Exactement. D'accord. Donc on passe à la question justement des prélèvements. Qu'en est-il ? Je peux commencer, Olivier, par une tendance générale. Au début du XXe siècle, on prélevait 600 km3 d'eau souterraine. On a un chiffre en 2017 où on prélève un peu plus de 4000 km3 d'eau par an. Donc on a sur un siècle un multiplicateur par un peu plus de 6, ce qui est énorme. Et c'est dû principalement à la motorisation des pompes qui s'est passé au début du XXe siècle. Et plus vous allez motoriser, plus vous allez pouvoir extraire, prélever d'eau, et plus vous allez aussi dépenser d'énergie. Oui, c'est ça. Il y a un lien entre la technique et la dépense d'énergie qui sera plus grande. Évidemment. Alors, sur l'extraction des eaux souterraines, la dépense d'énergie dans cette phase est vraiment élevée par rapport aux eaux de surface, bien entendu. Il y a quand même 2 petites bonnes nouvelles. C'est que, on l'a déjà sous-entendu un petit peu, quand vous parlez du transport de ces eaux souterraines, la dépense énergétique est plus faible. Parce qu'on l'a signalé, l'extraction se fait généralement proche des zones de consommation. Donc première bonne nouvelle. Et seconde bonne nouvelle, pour le traitement de ces eaux souterraines, les dépenses d'énergie sont moindres pour une raison qui est quasi tautologique. Les eaux étant souterraines, elles sont un peu moins polluées par la protection du sol. Ouais, d'accord, donc 2 bonnes nouvelles, mais ça, ce serait si on était dans un monde pur et parfait. Absolument. Or, il va falloir se replonger sur nos vieux cours de biologie, et notamment insister sur quelque chose de très important, l'interaction. En réalité, l'eau souterraine interagit avec les eaux de surface. Alors, petit récapitulatif, mais vraiment très schématique. Vous avez des eaux de surface, et vous avez de l'eau qui est dans l'atmosphère, qui à un moment donné va redescendre et devenir des eaux souterraines, qui elles-mêmes vont être prélevées, remonter à la surface et s'évaporer dans l'atmosphère. Donc il y a un cycle de l'eau, il y a des interactions bien entendu, mais une fois que ce cycle est perturbé et pollué, c'est un cycle qui est vicieux. Si on regarde la pollution qui est générée par ces méthodes d'extraction, quels sont les pays qui ont le taux d'extraction et de prélèvement le plus élevé ? Olivier, sur les 10 pays qui vont prélever le plus d'eau souterraine, donc 75% du total, 8 sont en Asie. On note principalement l'Inde, la Chine, le Pakistan et l'Iran. Donc c'est un premier point important. L'Afrique est vertueuse car elle comporte en moyenne 17% de la population totale, alors qu'elle va prélever simplement 5% d'eau douce. Et compte tenu de la taille de leur population qui est limitée, évidemment, l'Australie et l'Océanie sont très peu consommateurs d'eau. On a balisé les pays, Thomas, on pourrait s'intéresser aussi au secteur d'activité et voir lesquels sont les plus demandeurs en eau. Alors le secteur numéro 1, Olivier, de très loin, c'est l'agriculture, avec 69% de prélèvement d'eau, suivi, grosso modo, je donne des chiffres, des moyennes, de nos usages domestiques, à environ 20%, suivi de l'industrie. Il faut aussi, Olivier, préciser que la nature même de la pollution n'est pas la même entre l'agriculture d'un côté et l'industrie et nos usages domestiques de l'autre. Tout simplement parce que l'agriculture a une pollution qui est plus régulière, qui est plus permanente, qui est plus diffuse. On pense notamment aux nitrates, on pense aux pesticides, on pense au sel, on pense à tout un tas de produits, notamment des produits médicamenteux pour élever le bétail, etc. Ces produits-là se retrouvent dans les sols, ces produits-là se retrouvent dans les eaux et ils sont aussi accessoirement et malheureusement cancérigènes. D'accord. Il y a des niveaux de pollution sur certains pesticides qui sont interdits à la vente depuis 2019, qui sont 3 fois supérieurs aux normes. Donc c'est extrêmement mauvais aussi, c'est un effet néfaste sur notre santé. Ouais.
D'accord ? Ça, c'était pour l'agriculture. Pour l'industrie, c'est un peu plus particulier parce que l'industrie, c'est un secteur qui est immense. Donc, si vous voulez, je peux peut-être commencer par un des secteurs qui est un peu décrié, qui est l'industrie pétrolière, l'industrie de l'énergie. Ouais. Allons-y. Alors, on a par exemple des mines où le sol et l'eau vont être contaminés à cause de l'assèchement. D'accord ? On a par exemple pour le charbon, c'est des résidus de charbon qui vont retomber, des résidus de cendres qui vont retomber sur le sol et qui vont aussi polluer l'eau. Et enfin, pour le gaz, c'est au niveau de l'extraction et notamment de ce qu'on appelle la fracturation hydraulique que la pollution est générée. J'imagine qu'au niveau de l'industrie, il n'y a pas que l'énergie qui est un mauvais élève, il doit y en avoir d'autres. Lesquels ? Alors, on cite souvent aussi l'industrie de l'habillement d'un côté, qui est souvent mise en avant dans les rapports, et de l'autre, tout ce qui va être industrie, alimentation, industrie de boissons, alors que je vais laisser sur le côté pour le moment. Si je me concentre simplement sur les textiles, je vais vous lire un des nombreux chiffres du rapport de l'UNESCO. J'ouvre les guillemets. Le traitement par voie humide de 1 kg de tissu en coton, Olivier, nécessite 250 à 350 litres d'eau. C'est énorme. C'est énorme. Un autre chiffre, l'industrie de la tannerie, d'accord, utilise environ 170 à 550 litres d'eau, nous dit le rapport, par pot. C'est aussi stratosphérique. Avec l'alimentation, on aura d'autres surprises aussi, mais on garde ça pour plus tard, pour se concentrer sur nos usages, nous, dans le quotidien. Nos usages domestiques, c'est la tendance qui a augmenté le plus. Si vous prenez les statistiques entre 1960 et 2014, on a une augmentation du prélèvement des eaux pour nos usages domestiques de plus de 600%. Ah, c'est vraiment impressionnant. Mais malgré cette progression, c'est tout de même l'agriculture qui reste le secteur le plus demandeur et le plus polluant du coup. Oui, et il faut faire attention quand on traite de l'agriculture, quand on parle de l'industrie, quand on parle aussi de nos usages domestiques, à ne pas l'envisager uniquement sur un angle qui est national. Il faut savoir que, et le rapport nous le rappelle également, il y a des interactions qui jouent, et pas simplement sur le cycle de l'eau, mais des interactions économiques. Je vous lis ce que dit le rapport de l'UNESCO. En 2018, 22% de l'eau qui est utilisée dans le monde, Olivier, sert à fabriquer des produits d'exportation. Alors oui, c'est un angle assez classique pour libre-échange et j'invite les auditeurs à écouter nos précédentes émissions puisque nos comportements de consommateurs ici ont un impact là-bas sur les pays exportateurs et producteurs. Oui, c'est une des conséquences, Olivier, du commerce international. Alors, il y a une notion que j'aime bien qui s'appelle l'empreinte hydrique et qui va intégrer l'utilisation de l'eau au tout départ de la chaîne, à l'approvisionnement, jusque toute l'eau qui va être utilisée pour arriver dans nos assiettes ou dans nos consommations. D'accord ? D'accord. Alors, il y a des exemples célèbres qui circulent, comme sur le fameux hamburger. Ah, je vous attendais sur l'alimentation, on y est. Donc, on y va. Le chiffre qui est le plus répandu est le suivant. L'empreinte hydrique pour un burger est de 2808 litres. Je peine à me le représenter, en fait. Et je peux vous donner un autre exemple qui est un peu plus innocent. Un simple verre de jus de pomme. D'accord ? On est à une empreinte hydrique de 230 litres. On voit là, Thomas, qu'en fait, notre consommation d'eau ne se limite pas aux douches qu'on prend le matin ou au verre d'eau qu'on va boire au robinet. C'est le terme d'empreinte hydrique qui nous l'indique. Pour un consommateur français moyen, quelle est son empreinte hydrique par jour ? Alors, là encore, roulement de tambour, Olivier. Pour se nourrir et se vêtir, c'est 4900 litres d'eau, selon la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et le chiffre que je donne, pour être précis, date de 2010. Et on est par jour. On est bien par jour. Alors, je peux ajouter en plus un peu d'adrénaline à tout ça, en utilisant une autre notion qui s'appelle la notion d'épuisement. Donc, on va parler d'épuisement quand tous les prélèvements vont être largement supérieurs aux recharges. Ouais. D'accord ? Et l'épuisement des eaux souterraines, là encore, est sur une tendance qui est énorme. L'épuisement des réserves est évalué selon les rapports entre 100 et 200 km3 d'eau par an, ce qui correspondrait entre 15 et 25% des réserves totales. Ce qui va entraîner des conséquences de nature différente. Oui, bien sûr. Alors, je vais me concentrer que sur quelques exemples, mais on peut penser à l'assèchement des puits et des zones aquifères. On peut penser à l'affaissement des sols aussi. On peut penser, si on prend un angle un peu plus économique, à une augmentation des coûts d'exploitation pour aller extraire les eaux souterraines. Donc, peut-être une augmentation des inégalités entre les pays à revenus élevés et les pays à revenus plus faibles. Et on peut penser aussi, évidemment, il faut surtout penser à ça, aux générations futures, puisqu'il y a une inégalité énorme entre nos modes de vie et le mode de vie qu'on réserve aux futures générations.
L'eau souterraine est donc une ressource naturelle absolument vitale. Que va-t-il falloir faire pour l'utiliser de manière plus responsable et durable ? Un premier point serait véritablement de miser sur la recherche parce que, on l'a dit, le potentiel est immense, mais comme le potentiel est immense, les zones à couvrir le sont aussi. Donc on manque malheureusement encore d'informations, on manque malheureusement de données pour évaluer et surveiller la qualité et la quantité des eaux souterraines. Donc il faut vraiment miser là-dessus. Le rapport de l'UNESCO est d'ailleurs assez clair, il faut être vraiment prudent par rapport à la masse de data dont on dispose encore. D'accord ? Mais il faut aussi rappeler quelque chose, cette information, ces données, ces recherches sont indispensables. Plus on évalue correctement la quantité et la qualité des eaux souterraines, et plus on peut avancer et aider énormément de pays. Bon, alors il y a quand même 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on dispose de savoirs et de techniques qui pourraient, normalement, nous être très utiles pour affronter tous les défis dont on a parlé. Premier point. Et le deuxième point, on l'a sous-entendu aussi, mais plus on s'y met tôt, plus l'investissement est rentable, si j'ose dire. Parce qu'on l'a dit, les eaux souterraines sont protégées de la pollution pendant une certaine période, mais à partir du moment où elles sont polluées, elles sont beaucoup plus chères et beaucoup plus difficiles à assainir. Donc si on agit tout de suite, on essaye d'éviter et de mettre de côté des enjeux futurs qui seraient catastrophiques. Donc si l'on veut assurer une meilleure gestion et une meilleure surveillance de ces eaux souterraines, il faut investir massivement dans la recherche. Oui, dans la recherche. Et parallèlement à cet investissement, il faut aussi qu'il y ait une intervention publique qui soit beaucoup plus forte. En réalité, c'est quand même un peu fou, mais on est face à des eaux souterraines, à une problématique qui devrait être gérée comme un bien commun. Ouais. Or, pour l'instant, dans la vraie vie, si j'ose dire, on est face à une utilisation qui est complètement privée, à une ressource privée, à une propriété privée même, je pourrais dire. Et donc, ça nous empêche déjà de collecter des données. Ça nous empêche aussi de comprendre la qualité et la quantité de ces eaux souterraines, puisqu'elle est privatisée. Vous achetez un terrain, un champ, vous achetez du matériel pour extraire de l'eau, pour pomper, vous faites votre activité avec. Bon. Donc vous savez très bien, comme nos étudiants, calculer un coût de revient, un coût d'exploitation, un coût fixe, aucun problème. Mais ces datas restent entre vos mains. Ouais. Où sont les données sur l'extraction que vous faites, la nature de l'extraction que vous faites? Où sont les données, les informations sur la qualité de l'eau que vous allez puiser? Où sont l'information sur, où est l'information sur les rejets dans le sol que vous allez faire? On dispose de rien, donc on n'a aucun contrôle, aucun suivi. Et c'est à mon avis là-dessus qu'il faudrait et qu'il faudra une intervention publique plus forte. Oui, d'accord. Vous avez soulevé une question qui semble cruciale, qui est la question des communs. On pense bien sûr à la connaissance, à l'air, et il y a aussi l'eau. Oui, bien sûr. Et c'est d'autant plus important que, évidemment, vous avez des zones d'eau souterraine qui vont traverser différents pays. Donc l'intervention publique est d'autant plus importante qu'il va falloir faire et mener des partenariats transfrontaliers, des coopérations internationales. Et là, encore une fois, on a besoin de l'État. Olivier, toujours sur l'idée d'une intervention étatique et d'une intervention publique, il faudra évidemment essayer de développer la solidarité internationale, et je pense notamment à l'aide qui doit être donnée aux pays en développement. Je vais vous relire un court extrait du rapport de l'UNESCO. J'ouvre les guillemets. 80% des pays qui rendent compte de progrès sur l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement, auprès de l'ONU, déclarent ne pas disposer d'un financement suffisant pour pouvoir réaliser les objectifs relatifs à l'eau au niveau national. D'accord. Donc il faut de l'aide, et il faut une aide qui est ciblée. Je rappelle aussi que la construction d'un puits varie entre 2 000 et 20 000 $. En réalité, c'est 30 000 à 45 000 quand il est un peu plus profond. Ça ne paraît pas totalement inaccessible. Donc soyons et développons de la solidarité internationale et aidons en priorité des pays en développement. Un autre point qui me paraît important, c'est, si on reste sur l'État, de penser en sciences politiques à quelque chose qui est très connu, qui s'appelle les effets paradoxaux ou les effets contradictoires des politiques publiques. Je vous donne un exemple très concret. Si l'État mobilise des fonds publics pour, par exemple, favoriser certains secteurs, comme le secteur énergétique dont on a parlé, ou alors favoriser certains secteurs comme l'agriculture, dont on a parlé aussi, notamment l'agriculture intensive. Ce que vous aidez d'un côté, vous polluez l'eau souterraine de l'autre, et donc sera un investissement qui, pour moi, n'est pas très rentable, en tout cas n'est surtout pas durable. Et Olivier, un dernier point, il faut évidemment diminuer notre consommation, sauf celle de notre savoir.
Donc je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que sur le même site de l'UNESCO, j'ai utilisé un rapport de 2022, mais il y en a un autre qui est disponible, qui est gratuit, qui date de 2021, un autre de 2020 et enfin un dernier aussi accessible de 2018. Évidemment, vous pouvez monter encore plus loin dans le temps. Je vous donne les pages pour être très précis. Le rapport de 2021, c'est sur la valeur de l'eau, 226 pages. Le rapport de 2020, c'est l'eau et les changements climatiques, 259 pages. Et un rapport de 2018, les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau, c'est 173 pages. Donc ne nous privons pas de cette connaissance-là et de cette consommation-là. Écoutez Thomas, vous avez testé une nouvelle méthodologie pour nous aujourd'hui. Il nous reste 700 pages à lire. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain numéro de Libre-Échange. Avec grand plaisir, Olivier. Merci Thomas. Merci Olivier. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG Executive Education.